Raphaël Rossello, bonjour, merci d'être avec nous aujourd'hui sur Grand Angle Crypto. C'est un vrai plaisir de te recevoir à nouveau. On est à Surfin Bitcoin et on va pouvoir discuter de pas mal de choses. Est-ce que tu peux te présenter rapidement pour dire qui tu es pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore ? D'accord. Merci Richard de m'inviter. Moi, je suis très content, effectivement, d'être venu à cette grand-messe surf et Bitcoin. Je revendique d'être ce qu'on appelle un banquier d'affaires, ça c'est assez classique, mais de l'économie réelle. Je dis ça dans la mesure où mon job, c'est de trouver le financement nécessaire au développement d'entreprises, généralement de petite ou de moyenne taille. Et donc, c'est la réalité de cette fonction que j'incarne par rapport à des métiers un peu plus abstraits, conceptuels de l'univers de la finance. Et du coup, la dernière fois, on avait beaucoup fait le panorama de la macroéconomie et c'est ça qui est chouette avec toi, c'est qu'on peut parler du cadre global et pour arriver au cadre de la crypto, parce que t'as pas 22 ans et t'as pas découvert l'économie il y a 3 ans avec voilà. Et la dernière fois, on se disait qu'on était quand même sur un volcan qui se faisait bien sentir parce que depuis les années 70, en gros, l'Occident tourne à déficit, en déficit. Ouais. Et on se disait, à un moment, ça va poser problème. Et il se trouve que les problèmes commencent à arriver en escadrille, comme dirait Jacques Chirac. Donc voilà, qu'est-ce qui a changé depuis un an, où on en est, et qu'est-ce qui nous attend un peu avec cette crise énergétique, géopolitique En fait, il y a ce que j'aime à la fois dans ma vie et dans ce qu'on fait et dans ce dont on parle, c'est que tu as toujours des éléments de très grande nouveauté. Il y a 20 ans, c'était les dot-com, aujourd'hui, c'est les cryptos. Mais il y a des constances, il y a des permanences de l'âme humaine. Et en fait, ce que je reproche à mes plus jeunes collaborateurs ou associés, c'est de ne pas intégrer la notion justement de ces permanences. Alors, il y a une permanence, c'est que toutes les crises sont... alors, les crises économiques et financières sont toujours, depuis probablement l'Antiquité, liées à un excès d'endettement. Toujours. Bon. Mais ce n'est pas cet excès d'endettement qui intrinsèquement provoque la crise. C'est toujours un fait extérieur. Et c'est d'ailleurs ce fait extérieur qui permet au grand faux cul et hypocrite avec lequel je suis de dire « Ah non, c'est pas l'excès de dette, c'est Poutine. C'est Poutine, ou c'est le Covid, ou c'est... etc. » Donc il y a eu le 11 septembre, il y a eu les Lehman Brothers, il y a toujours un moment, un élément révélateur de la situation dans laquelle nous sommes. Bien. Donc ce qui s'est passé par rapport à notre dernière rencontre, c'est qu'effectivement, les conséquences des confinements ont créé des problématiques de logistique monstrueuses. Bon. Il suffisait de regarder à l'horizon de Los Angeles ou de Rotterdam. En gros, les 2/3 de la flotte mondiale étaient à l'arrêt devant les ports. Bon. Ce qui devait se voir de la fenêtre. Ce qui devait se voir de la fenêtre, oui, mais ceci étant, je suis dans un métier où on ne regarde pas la fenêtre. Hein. C'est comme très souvent les météorologues, on se dit, mais il pourrait pas ouvrir la fenêtre et regarder. Il verrait bien qu'il pleut. Il verrait bien qu'il pleut, bon. Donc, ça c'est interdit, non. Il faut regarder les fichiers qui correspondent eux-mêmes à des algorithmes que nous, les êtres humains, avons paramétrés. Donc, si tu paramètres un algorithme pour qu'il ne te révèle jamais ce que tu peux voir en ouvrant la fenêtre, tu vas toujours dire « n'ouvre pas la fenêtre, ça ne sert à rien ». Or, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'effectivement, ça a révélé l'extrême fragilité de ce qu'on appelle les flux tendus.
qui était le dogme du néolibéralisme appliqué aux entreprises, c'est il faut plus de stock, enfin bref, tout doit être cash. Et les éléments de rupture dans la supply chain font que on a commencé avant l'arrivée de Poutine en Ukraine, on commençait déjà à ressentir les effets inflationnistes de cette situation. Le deuxième élément, c'est que y a un mec que j'aime pas trop, c'est Milton Friedman, mais il a pas dit que des bêtises, et notamment quand il y a une inflation monétaire, il y a obligatoirement une inflation des prix et des coûts qui sera consécutive à l'inflation monétaire. L'inflation est en tout et partout toujours un phénomène monétaire. La citation, je crois, de Milton Friedman. Ça doit être proche de ça. Enfin, en tout cas, plus proche de ce que j'ai dit, mais voilà. Or, ça, on l'a oublié. C'est-à-dire que nos dirigeants sont pro-néolibéralisme et de ce point de vue-là, pro-Friedman, mais ils n'avaient pas perçu qu'en ayant des masses monétaires qui ont explosé depuis 20 ans, en fait, elles ont augmenté entre 6 et 7 fois l'historique avant 2000 ou avant 2000. Ok, c'est colossal. Hein. Et donc, oui, l'infusion de cette inflation monétaire, eh ben, elle allait arriver. Et elle frappe toujours les mêmes choses. Elle frappe d'abord les commodités, etc. Donc, matières premières, comme les matières premières. Les matières premières. Donc, nous avons aujourd'hui les conséquences d'une inflation monétaire comme, je dirais, le monde n'en a jamais connu. Et c'est là une des spécificités de la situation dans laquelle on est, et qui est à l'origine de mon partage d'espérance dans les notions de Bitcoin, c'est que nous sommes, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, devant un phénomène mondial. C'est-à-dire que la crise monétaire de l'Allemagne des années 30, on ne la ressentait pas en Chine, ni en Afrique. On l'a ressentie en Occident, mais elle n'était pas universelle. Aujourd'hui, cette inflation monétaire, elle est universelle. Bon. Donc, c'est là où elle est inquiétante. C'est parce que la guerre et le Covid révèlent donc aux citoyens consommateurs l'augmentation des prix qu'ils auraient de toute façon subi, peut-être dans 1 an, dans 2 ans ou dans 3 ans, s'il n'y avait pas eu effectivement la guerre en Ukraine. Donc tu confirmes qu'il y a bien un lien entre inflation monétaire et hausse des prix? Ah mais oui, bien sûr. Il y en a qui en doutent. Alors, pourquoi est-ce qu'ils en doutent? C'est parce que c'est contraire au dogme. C'est-à-dire que le dogme dans lequel je suis, hein, c'est-à-dire dans la relation entre le monde de l'épargne et le monde de l'entreprise, les intervenants, c'est moi, côté, je dirais, sell side, je vends le projet de l'entreprise au monde de l'épargne. Et puis côté buy side, c'est les fonds d'investissement qui, eux, ont des sponsors qui, eux, ont profité de l'inflation monétaire. Bon. Donc, un des premiers éléments, c'est qu'en l'espace de 20 ans, la valeur de la société Dupont & Smith qui faisait des robinets à Cambrai, la même métier, mais a plus que doublé. Or, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison pour que cette... Or, toute mon industrie est de dire, donc ça va continuer. Hein? La peur d'affronter la situation, c'est la peur de se dire, le système sur lequel je vis depuis des décennies, c'est pas vrai, ça va pas s'arrêter. D'où j'invite tous ceux qui nous regardent à attendre de façon très attentive ce qui va sortir de la réunion de Jackson Hole
aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe à Jackson Hole? C'est que tous les grands sachants des banques centrales se réunissent pour entendre un discours qui est de même nature que les horoscopes d'ici Paris ou de France Dimanche de ma jeunesse. Alors juste quand tu dis aujourd'hui, on est quelle date? Parce que comme ça sera diffusé plus tard. Bon, on est le 26. Vendredi 26 août. Voilà. Vendredi 26 août. Donc demain, il y aura le compte-rendu de la réunion de Jackson Hole et on en verra les conséquences début septembre ou mi-septembre. Pourquoi? Et pourquoi je fais allusion aux horoscopes? Si vous lisez un horoscope, vous vous apercevrez qu'il vous annonce autant de bonnes choses que de mauvaises. Et dans un style qui est très original, hein, en 3 lignes, c'est autant de raisons d'espérer que de pleurer. Ben, c'est exactement ce qui va se passer demain. C'est-à-dire que il est dans l'obligation de dire que la Fed va augmenter le taux de base. On pense que c'est 50 centimes, alors est-ce que ça sera 75? Enfin, ça devrait être l'ordre de grandeur. Mais c'est pas ça que les gens vont écouter, parce que ça, on va dire, c'est déjà dans les cours. Hein. Non, ce qu'ils vont écouter, c'est est-ce que cette situation va durer? La vraie question, elle est là. Moi, j'ai un sentiment, c'est que cette situation va durer. Alors, va durer... C'est-à-dire, elle va durer plus de 6 mois, 9 mois, 12 mois, 18 mois. Oh, c'est large, là. Ça va être plus de 18 mois. Oui. Ouais. Mais c'est-à-dire et c'est un sentiment qui appuie sur quoi? Alors, c'est un sentiment que l'inflation est un processus qui n'a aucune rationalité, qui n'est dépendant que de l'anticipation des êtres humains. Et quand les êtres humains... Ça va de Madame Michu, en passant par la veuve de Carpentras, en passant par le chef d'entreprise et autres. Tous ces braves gens, les braves femmes, ils sont dans l'obligation d'aller chercher une augmentation de leurs revenus pour compenser la perte de pouvoir d'achat qu'ils ont. Or, que font nos gouvernements? Plutôt que de laisser effectivement les salaires, autrement dit, que l'ajustement du marché se fasse et que les salaires montent, ce qui veut dire que les prix vont continuer de monter. Non, on éteint les incendies pour qu'il n'y ait pas la propagation de l'anticipation. L'ayant vécu, parce que moi, quand j'avais ton âge, la France était avec un taux d'inflation à 2 chiffres. Presque. J'ai 40 ans. Ah, mais tu fais beaucoup plus jeune. Je le disais, mais il a quel âge là? 30, je t'en donnais 30. D'accord. Alors effectivement, l'inflation a commencé déjà à ne plus exister. Mais donc, quand tu es né et que j'ai commencé, moi, à travailler, on était avec une inflation à peu près à 2 chiffres. Bien. Ce qui veut dire quoi? Ben, ce qui veut dire que, puisque j'ai toute ma vie été un patron ou un associé, donc un employeur, eh ben, j'avais des revendications d'augmentation de salaire qui étaient pratiquement mensuelles, voire trimestrielles. C'est normal, puisque quand on est sur une inflation à 12%, ça veut dire que tous les mois, il y a une perte de pouvoir d'achat d'1%, il faut pouvoir le récupérer. Or ça, ce n'est pas audible pour, je dirais, la doxa, pour le dogme, qui est de dire la richesse, le patrimoine et la production sont tellement dépendants de l'endettement, donc il faut que ça continue. Il ne se pose pas la question de se dire, mais est-ce que c'est normal de poursuivre? Non, non. Ils protègent simplement leur réflexe, qui est à la fois politique, qui est perso, qui est de carrière, qui est de leurs équipes. Hein. C'est un désir qui est partagé par tout le monde. C'est, vous inquiétez pas, papa est là, donc on va continuer l'euphorie que nous avons connue historiquement.
Et d'ailleurs, dans le dernier rapport de la BCE du mois de juin, je crois, il y a une modélisation qui explique comment l'inflation va être absorbée, parce qu'ils ont publié une courbe où ils disent qu'en gros, dès que le rapport est publié, l'inflation va commencer à baisser. Ouais. Et tu as dû la voir, celle-là. Et en fait, dans les détails, ils expliquent que ce sont les salaires qui vont absorber l'inflation parce qu'il n'y aura pas de hausse de salaire. L'essentiel de l'inflation sera absorbé par les mecs qui bossent, quoi. Ouais. Pour protéger justement l'actionnaire, du coup. Et c'est ça le plan. Et c'est pour ça qu'ils se disent, parce qu'il y a probablement une sous-estimation de la récession à venir. Parce qu'avec les prix de l'énergie, ils disent qu'en gros, ça va impacter, ça va faire une récession de 1% environ. Et avec les copains de chez GAFCAL, on s'attend plutôt à 3%. Donc voilà. Et qu'est-ce que tu penses de cette rentrée là, de septembre là, qui va être un peu... Alors justement, en fait... on est passé, dans la génération que j'incarne, on est passé de quelque chose qui était passionnant, c'est que quand tu avais deux patrons qui se rencontraient dans les années 70-80, le signe de leur fierté, c'était le nombre d'employés qu'ils avaient. 20 ans plus tard, c'était leur chiffre d'affaires. Et 20 ans plus tard, c'était leur capitalisation. C'est vrai. D'accord ? Bon. Donc, l'être humain, qui était reconnu comme étant la base de toute chose en économie, est devenu une variable d'ajustement du modèle. Je ne porte pas de jugement de valeur, je dis simplement, c'est un fait. Et donc, une minorité, allez, en Occident, je dirais... je ne sais pas où mettre le curseur, entre 20 et 30%, enfin, ça doit être l'ordre de grandeur, de gens se sont totalement habitués à considérer qu'ils étaient eux-mêmes une variable d'ajustement. Hein ? L'impuissance apprise. Oui, absolument. Et donc, ça ne les choque pas. Qu'effectivement, on annonce que cette inflation va en gros se terminer l'année prochaine. Donc, la tension sur les taux n'est pas si grave que ça, parce qu'on va revenir à du laxisme monétaire avec des taux accommodants dans le courant de l'année 2023. Et c'est là où le marché, qui n'est plus le marché que j'ai connu, le marché que j'ai connu avait une vraie capacité d'anticipation. Mais comme aujourd'hui 80% du volume des marchés est fait par des robots qui ont été écrits par des gens qui partaient du principe que la durabilité du système, c'était des taux d'intérêt à zéro ou négatifs et de l'émission monétaire, on est dans un processus où c'est le social qui peut être à l'origine du problème. Or, c'est malheureusement le diagnostic que je fais. Dans la mesure où, et dans le prochain bouquin que je sors, je dis par exemple que la prise du Capitole par les Trumpistes n'était qu'un tout petit signe avant-coureur de ce qui peut se passer dans le pays le plus violent qui existe sur Terre, qui est l'Amérique. Oui, il ne faut pas prendre ça pour une fantaisie de Trump, en fait. Non, ça en dit beaucoup plus. Ouais. Non. Ça témoigne de beaucoup plus de choses comme les Gilets jaunes en France. Mais absolument. Et en fait, si tu veux, dans l'univers que je représente, et je suis tout à fait fier de le représenter, je me heurte, pour ne pas dire que je me fracasse de temps en temps, sur le fait d'un déni, c'est non, ça ne peut pas exister. Et parce que si ça existe, alors ça veut dire qu'il va y avoir augmentation des salaires. Donc on va rentrer dans un processus d'inflation qui va durer. Et là, effectivement, la richesse, le patrimoine artificiel qui a été gonflé pendant 20 ans, en fait pendant 40 ans, mais surtout pendant les 20 dernières années, ne peut que se réajuster. Donc baisser. Baisser. Ouais. Baisser. Mais baisser violemment. C'est-à-dire que pour moi,
même là où en est Tesla aujourd'hui, s'il doit y avoir une rationalité sur le titre de Tesla, une paume de 80-90% sur le titre est réaliste. Tu retournes au price to book à 50 milliards, quoi. Oui. Voilà, en gros, c'est ça, quoi. Ouais. Mais attends, et c'est même fabuleux. Ce que les gens ne réalisent pas, c'est que si on perd, enfin si ce titre perd 90%, les 10% qui restent. Le signe que le marché voit quelqu'un de visionnaire sur l'automobile, parce que si on regarde les critères des autres fabricants qui sont en train de rattraper à toute vitesse ce que fait Tesla, hein, techniquement, en termes de voiture. Ouais. Techniquement, il n'y a pas photo. Mais eux font 10 fois plus de chiffre d'affaires et 100 fois plus de marge. Donc, aujourd'hui, la vraie valeur, je dirais, de comparable, mais c'est peut-être que 2 ou 3% de la valeur d'aujourd'hui. Mais c'est là où on rentre dans quelque chose qui est fascinant et que j'ai expliqué à un de tes camarades. Ma fierté professionnelle, c'est que j'ai été le petit Mozart des introductions de .com il y a 20 ans. Et comme je faisais la navette avec le bureau de New York, mon homologue s'appelait Gaston, qui était le type d'homme qu'on trouvait dans les années 2000, mais ça aurait pu être 1900 ou 1800. Gaston, c'est le New-Yorkais. C'est le New-Yorkais. D'accord. Qui vivait le marché. Enfin, je veux dire, le marché, c'était sa vie, sa religion, sa maîtresse, etc. Bon. Et quand je lui disais, mais enfin, c'est quand même pas possible, il y a des boîtes avec 10 Pékins qui valent plus cher que General Motors, il y a un truc... bon. Et il me disait, non, mais tu connais l'histoire de la petite veuve richissime de Madison et de son petit chat Non. Comme non, ça, là, non. À froid. Je dis, raconte-moi. Ben voilà, il y a une riche héritière qui a un hôtel particulier sur Madison et qui dit que... sa voisine, tout aussi riche qu'elle, veut acheter son chat. Et elle a dit, oui, moi je veux bien, mais j'en veux 20 millions de dollars. Et donc je lui dis, et ah ben oui, il y a eu un deal. Et elle a reçu 20 millions de dollars. Presque. Elle a reçu 2 petits chiens de 10 millions de dollars chacun. Oui, d'accord ? Je connaissais ça. Bon. En fait, cette anecdote, elle est profonde. Elle est profonde dans la mesure où nous avons construit une économie mathématisée. Je ne veux pas faire le pédant, mais il y a un homme qui a joué un rôle considérable, qu'on étudie peu, c'est Walras. En fait, en l'espace d'un siècle, et ça s'est accéléré dans les 20 dernières années, il y a une phrase clé. La finance était au service de l'économie et l'économie était au service de l'homme. Et en 20 ans, on est passé à la situation d'aujourd'hui où l'homme est au service de l'économie et l'économie est au service de la finance. Pourquoi ? Parce que la finance, elle est justement très mathématisée. Or, plutôt que de rentrer dans le côté sordide de l'âme humaine, de ses mesquineries, de ses peurs, de ses angoisses, etc., on a un tableur dans lequel je remplace un être humain par une propension marginale à consommer ou à épargner. Qu'est-ce que c'est facile, hein ? Je rentre 0,8 et je fais un renvoi de cellules où je vais regarder la sensibilité du modèle que j'ai en faisant passer ma sensibilité de consommer de 0,65 à 0,70, etc. C'est la grande thèse des bitcoiners, hein, le trustless, on modélise une monnaie, machin, et puis tout est régi, code is law, et putain, en avant Guingamp. On se préoccupe plus de la confiance en les autres. Non. Or, le problème, c'est que le monde continue d'exister parce qu'il y a des hommes et des femmes, et que ces hommes et ces femmes, en dehors des 20% dont je parlais précédemment, qui, eux, acceptent, hein, ceux qui sont downtown Manhattan, ceux qui sont dans la City de Londres, qui sont dans le Triangle d'Or à Paris où je me trouve, ils savent
Ils savent qu'ils sont dans un modèle et qu'il faut qu'ils surperforment dans ce modèle. Bon. Donc, personne n'étant devin, moi je dis l'inflation va durer et si le marché dans les semaines qui viennent ressent dans le discours de Jackson Hole que leur crainte c'est que justement ça dure, là le marché va décrocher. Si par contre il y a la moindre espérance que non, dans exactement un an, c'est plié, le problème sera réglé, eh ben, le rallye, puisqu'on est face à un rallye boursier en ce moment, va soit s'amplifier, soit perdurer. Alors, premier cas de l'option, du choix, on recommence comme avant. Où est ma crainte? C'est que si on recommence comme avant, il n'y a pas d'autre possibilité pour que la planète économique fonctionne de recommencer massivement à s'endetter. Il n'y a pas d'autre solution aujourd'hui. Bon. Et quand je dis massivement, c'est-à-dire au niveau des États, au niveau des particuliers, au niveau des entreprises, au niveau des régions, au niveau des cités, enfin, tout le monde doit continuer de s'endetter. Et ça, pour être clair, ça revient à consommer le capital restant, en fait. Quand on dit s'endetter massivement, c'est juste consommer le capital jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien, quoi. Or, moi, je considère qu'il n'y a plus rien. Déjà, aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est exactement le problème, là, dans le Pays Basque, que je connais bien. Les maisons, en l'espace de 2 ans, ont augmenté, en gros, de 40% en 2 ans. 40%. Donc, la maison moyenne qui valait 200 000 euros vaut 280 000 euros. Celui qui veut accéder à ça, au lieu d'emprunter 180, il va emprunter 240. Le seul problème, c'est que si le prix se réajuste à la baisse et qu'il passe en dessous des 240, il n'est plus propriétaire de 40 000 euros. Hein, il est débiteur de 5 000, 10 000, 20 000, etc. Ah oui. D'accord ? C'est margin call, hein, c'est effectivement quand j'ai mon prix qui est en dessous de mon collatéral. Game over. Absolument. Sauf qu'en France, alors aux États-Unis, oui, parce que le gars peut dire gardez les dettes, gardez la maison. C'est ça. Mais en France, on peut pas. Donc, en fait, on condamne une partie de la population à travailler pour rien. Travailler pour rembourser une dette. Absolument. Voilà. Absolument. Donc on est patrimoine négatif pour 10 ans. Là. Oui, mais alors Richard, donc ça veut dire, première option, c'est une cata mais qui est reportée dans le temps. Deuxième option, celle donc que j'anticipe, c'est que dans les 3 mois à 3 ans, la purge sur les actifs soit réelle. C'est-à-dire que le marché de l'immobilier revienne à sa valeur d'il y a 10 ans. D'accord ? Dans le tunnel de Frigit ? Oui. Voilà. Dans le tunnel de Frigit, absolument. Donc pour ceux qui ne savent pas, le tunnel de Frigit, c'est un ratio entre le revenu des ménages et le prix des loyers, enfin du mètre carré. Du mètre carré. Et du coup, il y a un canal historique des années 70 à 2000 qui a été explosé. Ouais. et la grande prédiction, c'est de dire, tant qu'on ne retourne pas à un ratio capacité de gain à prix de l'immobilier, c'est qu'on a un problème. Oui, absolument. Et comme ça fait 20 ans, les gens ont oublié ce problème. Mais néanmoins, il existe toujours. Bien sûr. Voilà. Bien sûr, bien sûr. Donc, et là, on va basculer justement sur le phénomène Bitcoin. C'est que, si je peux ouvrir une grande parenthèse sur le Bitcoin. Avec plaisir. D'abord, je fais partie de ces banquiers dont les associés et les collaborateurs considèrent que je suis proche du malade mental.
si ce n'est du sénile profond et anticipé, de venir participer à une journée comme le Surfing Bitcoin. D'un narco-libéral terroriste, d'un suceur d'argent. Absolument. Mangeur de petits chatons de Madison. Et comme ils savent tous que j'ai la moitié de mon ADN qui est catalan, je veux dire, l'anarchie, je m'y adapte très, très, très facilement. Mais comme ma mission sur Terre, c'est de défendre les intérêts des entrepreneurs pour se développer, c'est ça mon vrai job, hein. Je dis, que va-t-il se passer à partir du moment où il y a cette purge de la valeur des actifs? Étant donné que, et de nouveau on est dans une situation qui est exceptionnelle dans l'histoire de l'humanité, étant donné que les crises viennent d'un excès de dette, mais que c'était la dette qui permettait de sortir des crises, on a un petit problème. On a un petit problème. Bon. Alors, le petit problème, c'est que nous sommes habitués, et là je parle bien de l'Occident, hein, nous sommes habitués à considérer que, très, très militants, nos acquis sont intangibles. Hein. Mon 13e mois, si je ne l'ai pas, je sors les fourches et les pics. D'accord. Bon. Donc, on a un standard de vie qui, effectivement, si il vient à s'éroder un petit peu, la variable d'ajustement admise et acceptée par un quart des populations va être refusée par les trois quarts, qui aujourd'hui vivent, on va dire, en Europe continentale, grâce à la solidarité qui continue de fonctionner, pour le moment, et aux États-Unis, l'espérance de faire fortune. Donc la solidarité, tu parles des mécanismes sociaux. Mécanismes sociaux. Hein. Chômage, retraite, santé gratos, éducation gratos, etc., etc. Et des infrastructures. On a des infrastructures en Europe qui sont fabuleuses par rapport à celles des États-Unis, par exemple. Et pour donner des ordres de grandeur par rapport aux dépenses de l'État, le gros de la bataille, c'est la sécurité sociale et la retraite. Ouais. Ensuite, on doit avoir le chômage. Ouais. Et après seulement les minima sociaux. Tu es dans le bon ordre. Voilà. Pour donner un peu les repères, parce qu'on dit souvent c'est le RSA. Non, le RSA, c'est des queues de cerises. C'est surtout la retraite et la sécu, si on parle de ça, quoi. Absolument. Voilà. Absolument. Donc, nous avons l'intime conviction, en France, que cette situation, elle est acquise pour l'éternité. Or, à partir du moment où on va rentrer dans la phase où il va falloir, d'une manière ou d'une autre, dire « bah non ». Alors, ça va se faire, moi, je suis partisan, que ça se fasse de façon douce. Comme au Japon. Comme au Japon. Le seul problème, c'est quand tu te promènes au Japon et que tu laisses ton portefeuille à un coin de rue, tu repasses le lendemain, le portefeuille y est, et même il a été sorti du caniveau pour être mis sur un pas de porte, de manière à ce qu'il ne soit pas mouillé. Bon. Je ne ferai pas la même chose, ni en France, ni à Rome, ni à Francfort, ni nulle part. Hein. Bon. Peut-être en Suisse dans quelques... Mais... les Japonais, je veux dire, sont effectivement un peuple qui ont une capacité de nationalisme qui est absolument stupéfiant. Mais ce n'est pas notre cas. Il n'y a pas un Français, il n'y a pas un Belge, il n'y a pas un Italien qui aujourd'hui est prêt à mourir pour sa patrie. Pas un. Bon, peut-être nos militaires, mais parce que ils ont appris ça. Mais non, c'est plus dans l'air du temps. Ce que disait d'ailleurs Milton Friedman hein, sur la proposition de Kennedy de dire ne regardez pas ce que l'État peut faire pour vous, mais ce que vous pouvez faire pour l'État, qui était pour Friedman une régression totale parce que c'était un patriotisme qui n'avait plus de raison d'être. Alors on en revient à Bitcoin. Bitcoin pour moi c'est trois choses. Et je parle bien de Bitcoin.
pas des autres cryptocurrencies. D'abord, et j'ai énormément apprécié dans un des livres qui m'ont été donnés, ce fait que c'est une protestation pacifiste. C'est dans un des bouquins que j'ai reçus, là, dans mon bag. Le Bitcoin, c'est une protestation pacifique. Je comprends la protestation, compte tenu de mon angoisse sur les conneries qu'on est en train de faire. Et deux, le mot pacifique, c'est exactement ce que j'espère pour ma communauté, pour mon pays, pour mes amis. C'est que le adjustment, l'ajustement se fasse de façon pacifique. Bon, la chute brutale, disons-le. Voilà. Bon. Pourquoi ? Parce que y a des écrits avant toutes les révolutions. On change trésor royal par banque centrale, etc. On y est, hein. Non mais c'est les cycles de Ray Dalio, on est à la fin, voilà. Je veux dire, on peut se faire peur. On peut vraiment se faire peur. Bien. Donc, une protestation pacifique pour créer quelque chose, j'aime déjà l'idée. En fait, ce à quoi on fait référence, c'est que dans la chute des cycles, les empires ne meurent pas sans faire de bruit, et en général, c'est là que les guerres surviennent. Voilà. C'est de ça qu'on parle. C'est de ça qu'on parle. Voilà, pour le dire clairement et pour mettre les pieds dans le plat. Non, mais absolument. Or, si je suis ici, à cette conférence, c'est que je glane des arguments pour éviter d'aller dans cette voie-là. Premier élément, donc, une protestation. Le deuxième élément, il y a une donnée technique que j'ai découverte grâce à toi, grâce à tous ceux que j'ai rencontrés depuis 2 ans, c'est la blockchain. Bon. Blockchain, voilà. Ça rentre dans nos vies, ça y est pour certains, etc. Mais, et c'est pas à toi que je vais le dire, mais à nos auditeurs, il y en a 2. Il y a la centralisation privée, ça c'est celle que Boeing, Airbus est en train de mettre en place pour la traçabilité de ses produits. Redater des poulets, tout ça. Ok, très bien. Et puis, il y a celle qui est décentralisée et publique, que je trouve fascinante intellectuellement. Parce qu'effectivement, elle repose sur une gouvernance, on va dire, de démocratie directe. Intéressant. Il y a beaucoup de sociocratie dans les DAO. Et j'en parlais avec Mark Zeller, qui est un représentant de AV aujourd'hui, qui est une plateforme de prêt, d'emprunt, tout ça. Et en fait, c'est fascinant de voir comment l'introduction d'un jeton de valeur, donc de l'argent, dans un système coopératif, à la mode à papa de gauche, résout un tas de problèmes dans l'organisation sociocratique. C'est-à-dire que les gars, on peut plus en prendre un et le secouer par les pieds pour couler l'organisation. Donc on est bien décentralisé et ils ont fait tout un tas de systèmes qui rappellent énormément les coopératives, les Icari, tous ces trucs de Fourier. Et en fait, le jeton de valeur sur une blockchain résout beaucoup de ces problèmes. C'est énorme. Enfin, c'est juste. Alors, tu me devances de quelques phrases. Ah, pardon. Non, mais très bien. Mais tu me devances pourquoi ? C'est de dire. Je suis en train de construire et je participe avec différents intervenants. Je pense notamment à un qui est un système de paiement, je pense à un autre qui est un système de constat d'huissier, je pense à un troisième qui est une notation RSE sur laquelle je fonde beaucoup d'espoir. Aujourd'hui, c'est du bullshit, c'est du bullshit marketing, etc. Non, mais il y a des éléments de construction de votre futur et de vos enfants où là, il y a quelque chose à aller prendre. Et ce quelque chose à aller prendre m'amène à regarder très sérieusement des projets de token économie. Entre les huissiers, je reprends cet exemple, entre les huissiers en Europe, avoir la possibilité
d'inscrire un procès-verbal dans une blockchain dont il faut le jeton permettant de faire fonctionner la blockchain, ça c'est malin. Bien. Mais, même si le Bitcoin est un token, quel est le lien entre le jeton de mes huissiers et le Bitcoin? Et là se pose la problématique de la valeur. Or, le problème de la valeur, c'est que quand on est dans une communauté dont les intérêts sont très précisément édictés, normés, et que nous avons un token, un coquillage, peu importe, un oignon, qui doit permettre de répondre à cette problématique, il y a une valeur intrinsèque par rapport à l'utilité des échanges dans la communauté. Ce qui était, tel que je reconstruis l'histoire, l'origine du Bitcoin, mais là sont arrivés les grands pervers qui ont vu la générosité du Bitcoin comme étant du bon miam-miam et qui, probablement avec un cynisme qui ferait frémir beaucoup de nos camarades dans la grande salle en haut, se sont dit, il y a du bon miam-miam, c'est un actif, je vais devenir une grosse main sur le domaine, j'en achète massivement parce que, comme c'est un marché qui est quand même étroit, c'est moi qui fais le marché. Donc en gros, l'idée c'est qu'il y a de la liquidité et des volumes, donc on peut en capter. Donc on peut en capter. D'accord ? Bon. Je rappelle que vous êtes, vous, dans une génération très particulière. Quand ma mère, qui, comme beaucoup d'épouses, gérait l'épargne de la famille, quand elle investissait en bourse, en moyenne, elle restait sur une société pendant plus de 5 ans. Aujourd'hui, la même mamie, etc., qui n'intervient plus, sauf si elle fait elle-même du trading, mais c'est pas le cas, son gérant, lui, va lui faire changer de titre peut-être plusieurs fois par jour. Bon. Sûrement plusieurs fois par semaine. Donc, la notion de garder un actif comme étant justement une réserve de valeur pérenne, robuste, etc., en réalité a été faussée par l'appel d'air sur le Bitcoin qui est passé, on va dire, entre 5 et 10 000 à 50 000, très vite, et qui a créé une aspiration de gens se disant « Waouh ! Avec ça, j'aurais plus besoin de travailler à 35 ans. » Et c'est là où j'en vois une fusée rouge. Autrement dit, je suis prêt à me prendre des râteaux dans ma communauté sur le fait qu'il y a une vraie utilité à vous écouter aujourd'hui. Problème de contestation, de gouvernance et de technique. Il n'y a pas de débat. Par contre, sur la valeur du Bitcoin, mon alerte est très précise. La pureté du message, c'est ne nous imposez pas de régulation qui viennent s'immiscer dans notre vie. Nous sommes des êtres libres et on veut être libres le plus possible, d'où la gouvernance, etc. Ne nous aidez pas, vous en avez largement assez fait. Exactement. Mais si la communauté Bitcoin, les 200 millions de gens qui ont surtout des Satoshi et rarement du Bitcoin, n'acceptent pas, ne favorisent pas en son sein un mécanisme de chambre de compensation pour que la volate sur le Bitcoin devienne, pour moi, banquier de l'économie réelle, un élément que je peux utiliser dans le temps, alors
l'outil que vous avez va dépérir. Autrement dit, vous êtes, quand je dis vous, la communauté des bitcoiners, vous êtes viscéralement attachés à votre liberté, donc à l'absence de gouvernance. Et si vous ne mettez pas un minimum de gouvernance sur le bitcoin, l'outil que vous avez risque de ne pas, comment dit-on, livrer sa mission, enfin, être l'outil dont vous rêvez. Quel est le lien entre la volatilité et une chambre de compensation ? Ben, la chambre de compensation, c'est la notion de market making, c'est-à-dire que tu as une ou des mains qui, par rapport à un carnet d'ordre qui, lui, fluctue à la nanoseconde, dit, c'est le marché de l'or. Hein. Le marché de l'or, tu as 11 banques qui se réunissent tous les matins à Londres, qui d'ailleurs le tiennent cadenassé comme il faut, pour que, justement, si l'or augmente, il va passer de 1800 à 1850, hein, mais il ne va pas passer de 1800 à 3006. Donc, ce que j'appelle la chambre de compensation, ça porte plusieurs noms. C'est du market making, c'est une chambre de compensation, c'est quelqu'un qui veille à ce que les micro-fluctuations ne dominent pas le marché. Qu'est-ce qui empêche des acteurs, des market makers de faire ce travail sans demander la permission à personne ? Non, mais il faut qu'ils se concertent entre eux. Et qui eux ? C'est-à-dire que si tu as, par exemple, vous êtes 200 millions, mais j'imagine que sur ces 200 millions, il y a 1% qui contrôle, je ne sais pas combien de pourcentage de Bitcoin. Ouais, peut-être 20%, admettons, pour avoir un Pareto, peut-être on va peut-être arriver sur 20%. D'accord, voilà. Sur 20%, ok. Donc tu as 20% qui contrôlent 80%. Bien. Si 1%, si 2% contrôlent 8%, il suffirait que les gens qui représentent ces 2% se mettent en réseau ou en téléphone, hein, mais je veux dire, se concertent pour absorber les phénomènes de volate excessive. À ce moment-là, vous avez un outil, le Bitcoin, qui va devenir un outil je dirais, d'investissement long terme. Et donc de répondre à la contestation douce, agréable. Il est là mon message. Moi, mon message vis-à-vis de mon économie traditionnelle, c'est vous ne pouvez pas ignorer le phénomène qui se passe. Ça, c'est une faute professionnelle. Et à vous, c'est de dire, inspirez-vous quand même de ce qui a fait la fortune du dollar. Le dollar intrinsèquement ne vaut plus rien, mais rien du tout. Mais aujourd'hui, les gens à Taipei, si tu as $1 en poche, tu vas bouffer. Une autre façon de réduire la volatilité, est-ce que c'est pas d'augmenter la vélocité de Bitcoin ? Alors, c'est un des thèmes. C'est un des thèmes. Mais là encore, il faut un phénomène d'encadrement. Il faut un phénomène... Alors, si ce n'est pas un encadrement qui est écrit, il est concerté. Il est concerté. Dans toutes les grandes bourses, tu avais... Alors, c'était des piliers ou c'était des tableaux, enfin, peu importe. Tu avais des mains qui se concertaient. Et c'est ce qu'il vous faut.
Et alors, il faut préciser quelque chose dessus parce que, comme tu as parlé du marché de l'or, beaucoup de gens disent le marché de l'or est complètement dirigé et du coup, on empêche l'or de monter. Est-ce que tu es d'accord si je dis non, l'or, on n'empêche pas les prix de l'or de monter, on empêche la volatilité, mais fondamentalement, l'or a déjà largement explosé depuis 20 ans et en fait, la tendance, on ne peut pas la lisser quand on est des grosses mains, la tendance de long terme. On ne peut pas, justement. Voilà, c'est ça. Donc on peut s'amuser avec la vol, réduire la vol, mais on peut, et à très court terme, on peut, voilà. Ouais. Et c'est comme ça qu'on réduit la vol, c'est en couillonnant les gens qui pensent que vous pouvez pas le faire. Mais à long terme, vous pouvez pas lutter contre la tendance, quoi. Non, mais tu sais. Donc ça empêcherait pas le cours du Bitcoin de monter. C'est ça, mais c'est toute la différence. C'est toute la différence entre les marchés qui sont gérés par l'offre et la demande, par le carnet d'ordre, et les marchés comme le Nasdaq qui sont en teneur de marché. Bon. Quand on est, et aujourd'hui, corrige-moi parce que je me trompe peut-être, mais le Bitcoin est un marché de carnet d'ordre. Personne n'organise ça. Ouais. Personne n'organise ça. Il y a des makers, des takers et basta, quoi. Basta. Alors que, justement, sur certains titres, si tu avais une centaine ou un millier de market makers, c'est-à-dire le market maker reçoit des demandes et des offres instantanées, mais justement, il lisse. Mais il a un gros avantage, c'est que quand le marché s'effondre, alors quand il s'effondre, il craque tous. Bon. Mais quand le marché du carnet d'ordre s'effondre... Pendant 2 heures. Pendant 2 heures, je n'ai pas de contrepartie. Alors que dans le cas où j'ai un market maker, j'ai un market maker qui va m'assurer une liquidité, qui va peut-être pas me faire plaisir, mais j'aurai une liquidité. D'accord ? Bon. Voilà, c'est le genre de réflexion, c'est le genre d'outil. Et est-ce qu'on pourrait organiser ça avec une DAO ? Parce que pour continuer dans le fil, tu vois. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Parce que ça pourrait être acceptable, entre guillemets, d'un point de vue sociocratique. Alors si tu dis il faut que les baleines ça passe des coups de fil tous les lundis, là, ils vont tous sauter de leur chaise. Mais oui, mais comment dirais-je ? Écoutez-moi bien. C'est que si vous voulez que votre contestation pacifique soit suivie des faits, il vous faut un outil stable. Donc, acceptez ce minimum de compromis, organisez-le. Hein. Ne demandez ni à un gouvernement, ni à personne. Hein, non, surtout pas. Organisez-le entre vous-mêmes, comme les statuts d'une association, comme les statuts d'une coopérative, comme les statuts de situations où c'est toujours un homme, une voix. Donc même si vous n'avez qu'un Satoshi, vous valez autant que celui qui a 100 000 bitcoins, mais qu'il y ait une concertation pour donner de la stabilité à ce symbole. Parce que le souci sur le marché de l'or, c'est que ce sont les banques centrales qui font ça. Enfin, les grosses banques commerciales en lien avec les banques centrales. Absolument. Je raccourcis quand je parle des banques centrales. Et du coup, ça, à court terme et peut-être un petit peu le moyen terme, ça se fait pas en faveur de l'épargnant, quoi. Non. Alors qu'on aurait peut-être moyen de coder ça de façon plus propre avec un gros smart contract et une plateforme qui offrirait... Parce que le market making, dans la crypto, on a des automated market making, des AMM, et globalement, on pourrait coder ces gens-là. On n'aurait pas des gens, mais on pourrait les coder. Et il faudrait que cette plateforme ait un avantage du yield, parce qu'en captant la volatilité, ça donnerait une rentabilité. Parce que, et dans ce cas-là, cette rentabilité, en fait, on pourrait en faire un produit d'épargne qui a pour objectif de réduire la volatilité de Bitcoin. Est-ce que ça pourrait... Ouais, tu vois un peu le... non, mais ça peut être ça. Et là, c'est cachère. Et là, c'est cachère. Non, ce qui est de toute façon cachère dans mon discours, c'est que la décision de la gouvernance permettant de l'obtenir, c'est vous qui le décidez. C'est ça. Faut le coder. Elle ne vous est pas imposée. Mais par contre, si vous ne faites pas cet effort, là, je redoute,
Enfin, je redoute. Je ne suis pas exposé en Bitcoin, donc quelque part je m'en fous, mais je redoute que la beauté de votre mission ne soit pas suivie des faits au moment où on en aura besoin, c'est-à-dire au moment où il y aura un crack, etc. Donc, parce que la vol est trop grande. Parce que la vol est trop grande. Bien vu. Donc voilà, mon message, il est vous avez entre les mains quelque chose d'assez prodigieux. Alors une chose est claire, hein, le Bitcoin, en tant que Bitcoin, ne sera jamais la monnaie mondiale pour une raison simple. Non, mais pour une raison simple, c'est que le Coréen déteste le Vietnamien déteste le Mandarin déteste le Japonais. Donc, simplement entre ces 4 peuples, ils ne pourront jamais avoir la même monnaie. Là-dessus, ça va être le sujet de la conférence qui aura probablement été diffusée avant, j'imagine, qu'on va faire avec Charles Gave. Mais moi, là-dessus, j'ai un point de vue. Est-ce que tu es d'accord pour associer sur la nature l'or avec Bitcoin, tu vois, dans les grandes lignes? Est-ce que là-dessus, on est bon sur cette base? En disant, finalement, c'est de la hard money, comme dirait Ray Dalio. Voilà. Et la soft money, c'est la monnaie dette. Et en réalité, beaucoup de gens dans cet endroit vilipendent à tour de bras la monnaie dette. Et en réalité, est-ce qu'on peut dire que la monnaie dette, c'est un outil de coopération sur la valeur future? On anticipe la valeur future en imprimant des billets et en disant, une fois qu'on aura bossé, ça vaudra quelque chose. Alors que le Bitcoin, tout comme l'or, regarde la valeur qui a été buildée dans le passé. On travaille d'abord et ensuite on acquiert de l'or avec son travail. Sur la monnaie dette, on crée la monnaie dette pour débloquer le travail. Et en réalité, du coup, c'est 2 composantes qui tournent ensemble. Bien vu. Très bien vu. Merci. En fait, ce que les gens, effectivement, n'arrivent pas à comprendre, c'est que la monnaie qu'ils ont aujourd'hui est une créance. Oui. D'accord ? Elle est dans une comptabilité sous forme d'une dette. Or, la monnaie peut disparaître, mais la dette va rester. Donc, pour échapper à ce piège létal, effectivement, on peut s'inspirer de l'or, mais je dirais, c'est la notion de l'étalon. L'étalon, il a une valeur intrinsèque qui, de nouveau, est une valeur qui n'a pas de contrepartie dette. De cette table que nous avions décidé, après une longue concertation à plusieurs dans la salle, qu'elle valait 100 000 €. On a donc, alors c'est une donnée ou c'est un objet, peu importe, hein, la data devient une valeur. Hein. Donc, ce qu'il faut, c'est qu'effectivement, les intervenants sur la data n'aient pas la vision perverse, je dirais, de spéculer dessus. Et c'est une des grandes difficultés entre la philosophie de départ et le rêve de certains. C'est que ce qui a fait l'adhésion, de mon point de vue, hein, l'adhésion au Bitcoin, c'est que non seulement on avait l'outil de pouvoir, mais en plus, ça a été un outil d'enrichissement. Bon. Je ne sais pas quel est le prix de revient du Bitcoin de l'année dernière, mais je pense qu'on est à 40 000 balles. En minage ? Oui. Ouh, vaste débat. Ça, je sais pas si tu as une idée, Guillaume ? Ouais, plutôt 10 000, entre 10 et 20 000. D'accord. Bon. Mais c'est... Ouais. Sans garantie, hein, franchement. Mais donc, ça veut dire que aujourd'hui... vous êtes ou break-even ou légèrement gagnant, quoi, je veux dire, mais bon. Et que l'espérance de fortune, j'en ai autour de moi, même dans ma famille, qui m'ont dit, mais tu devrais en acheter, ça vaudra 1 million.
yes, why not? Mais tant que vous n'aurez pas fait la démonstration de la durabilité de la valeur, tu l'auras peut-être pendant une fraction de seconde, 1 million, mais tu auras peut-être rien dans la seconde qui suit. Donc, c'est la notion de l'étalon. Et dès lors qu'on spécule sur l'étalon, on lui enlève de la valeur. Non pas de la valeur argent. Les hard money ne doivent pas avoir de valeur pour elles-mêmes. Elles ne doivent que recevoir la valeur qu'on leur a donnée en les acquérant. Ouais. C'est la différence entre les hard money et les soft money. Ouais. On est d'accord? On est d'accord, complètement. Non, mais c'est fondamental parce que quand on crache sur la monnaie dette, c'est vachement important de pouvoir se créer une monnaie dette entre nous pour dire, par exemple en Grèce, je pense que c'est souvent cet exemple, quand l'État a explosé avec la crise de l'euro, pendant un temps, il n'y avait plus... les euros, c'était une vue de l'esprit, il n'y avait plus. Et ben... Donc c'est comme si on dit il n'y a plus d'or, il n'y a plus de bitcoin, il n'y a plus de monnaie. On est bien content de prendre des bouts de papier, de s'écrire je te dois un IOU, je te dois un chat, 2 poules, on fait, ça fait tant de zouglos. Et au final les mairies acceptaient les monnaies locales spontanément générées parce qu'il fallait bien faire bouffer, il fallait bien que Martine qui travaille à la mairie elle puisse acheter un poulet au fermier. Donc, et du coup ça c'est de la monnaie dette. Donc la monnaie dette c'est vachement important. C'est utile. Par contre, le garde-fou de la monnaie dette, quand on s'emballe comme ça, là, on est en train de dire c'est bon, on a trouvé la martingale, il suffit d'imprimer du papier sans bosser. Et ben le garde-fou, au sens littéral, c'est la hard money. Est-ce que c'est l'or, est-ce que c'est le bitcoin? Bitcoin, c'est une hard money 2.0. Mais entre la market cap de Bitcoin aujourd'hui et la market cap de l'or, il y a ce qu'on appelle la rémunération du risque par le marché. Donc celui qui achète du Bitcoin à 20 000, en fait, il gagne la même chose que celui qui l'achète à 50 si on fait rentrer le risque. À 20 000, tu as 20 000 plus une grosse part de risque, ce qui fait, je sais pas... Hein, et celui qui l'achète à 50, il a 50 000, mais il a plus la grosse part de risque. Donc au final, ils ont la même chose. Il y a pas de... Tu vois ? Il n'y a pas de gain illégitime entre les deux, quel que soit le cas. Le problème, c'est que tu as un besoin viscéral pour qu'il y ait l'espérance, parce que si tu n'as pas d'espérance dans une société, elle meurt. Littéralement. Il lui faut et de l'eau et de l'espérance. Et de l'eau, le stress hydrique commence à arriver, donc déjà le stress il est dans nos têtes, et en plus l'espérance elle est bon. Mais qui dit espérance dit recherche de points, de repères, d'étalons, de stabilité, de pérennité, enfin tu peux mélanger tout ça. Et donc quand tu as un phénomène spéculatif sur l'étalon, tu vicies, tu perturbes la nature même de l'étalon. D'accord ? Donc, alors, sauf à réévaluer l'étalon, ce que tous les rois ont fait. À leur avantage. À leur avantage. Et comment tu peux faire pour Bitcoin c'est la vol, on est en train de parler de la vol. Uniquement. Uniquement. Donc si j'arrive à trouver les grosses mains qui font que... il y en a peut-être dans la salle là. Je peux t'en présenter, j'ai un ou deux noms en tête. Franchement, ils ont les poches, ça va quoi. Mais ouais, tu voudrais, enfin, t'aurais en projet de discuter de ça avec des grosses mains, parce que je peux t'en présenter. Alors, pas aujourd'hui, mais s'ils sont joignables quand je rentre à Paris, oui. Ouais, bien sûr. Ah oui, bien sûr. Oui, des qui en ont quelques milliers, quoi, de Bitcoin. Ouais. D'accord. Avec plaisir. Hein. Avec plaisir, avec un très grand plaisir, absolument. Parce que, super. En tout cas, merci beaucoup, Raphaël. Je pense que là, on a vraiment. En fait, est-ce que tu es d'accord pour dire qu'un peu le message, c'est-à-dire ne regardez pas que Bitcoin, essayez de comprendre sa place et de toujours dire, tiens, cette pièce-là, si elle existe depuis 50 ans, 100 ans, 200, c'est peut-être pas idiot. Elle a peut-être une fonction.
Et peut-être que sa fonction est amoindrie, a été corrompue, mais elle fait partie du grand tout. Ouais. Et c'est que quand on a compris, quand j'étais petit, je pensais que la dame c'était la meilleure pièce aux échecs, puisqu'elle est trop cool. Et en grandissant, j'ai dit que même le pion, qui est tout moisi, en réalité, il a sa fonction. Et voilà, de remettre. Et aujourd'hui, la monnaie dette, on l'a beaucoup trop poussée dans la corruption. C'est de la corruption à l'état pur. Mais à la base, ça sert à un truc. Mais qui nous a corrompus, nous. Bien sûr. Ouais. Bah, les deux, je sais pas qui a corrompu qui, mais non, en tout cas. je veux dire, la corruption, elle était partagée. Elle était partagée. Hein. Et agréable. Et agréable. Et pour ceux qui en profitent. Bien sûr. Bien sûr. Donc, de toujours raisonner en système, quoi. Ouais. Il faut, en fait, c'est ce qu'on fait en analyse financière. C'est on part de la macro, on redescend à la micro, on part de la micro, on redescend. C'est de faire cet aller-retour et que ceux qui ne sont que dans la macro ou que dans la micro perdent la réalité. Hein. Donc il faut. Mais c'est ce que nous faisons très agréablement tous les deux. Ah bah, avec un grand plaisir. Génial. À tout bientôt. À tout bientôt. Si vous aimez ces vidéos, abonnez-vous et pensez bien à cliquer sur la cloche pour être notifié des prochains épisodes. Et pour recevoir le guide crypto de A à Z, inscrivez-vous ici. On vous explique tout pour les débutants comme pour les confirmés.